Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'histoire géologique des Appalaches. On parle souvent de l'histoire humaine dans la région ici, mais l'histoire géologique est aussi très intéressante, ce qui est à l'origine d'ailleurs des nombreux minéraux que l'on trouve dans la région ici. Alors pour ce faire, aujourd'hui, j'ai comme invité Mme Carole Clavet, qui est animatrice au musée. Bonjour Carole. Alors pour mettre les gens en contexte à la maison, il y a de cela quelques émissions, j'ai parlé de l'origine de la vie sur la Terre. Bien, l'origine des Appalaches, il faut retourner il y a 600 millions d'années. À ce moment-là, la vie commençait à peine à se développer dans les océans. Ce qu'il y avait comme animaux, c'était des mollusques nageants, des organismes à coquilles commençaient un tout petit peu. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, la Terre, c'est comme s'il y avait juste un océan et un immense continent. Il y a 600 millions d'années. Alors, c'est à partir de là que l'histoire géologique des Appalaches commence avec Mme Carole. Mais je crois que tout d'abord, elle va nous faire comprendre davantage comment la Terre a pu être un immense continent à une certaine époque. Elle va nous expliquer un peu la théorie de la tectonique des plaques. Je vous laisse aller. Concernant la formation des Appalaches, comme Geneviève le dit bien, il faut vraiment remonter quasi à la formation de la Terre. Pas tout à fait, mais presque. À l'époque où, comme Geneviève le disait, où tous les continents étaient rassemblés dans un seul grand continent qu'on appelait Gouanda, qui était amassé au pôle sud, si on veut, de la Terre. Comme on peut le voir ici sur l'image, l'ensemble des continents étaient assemblés au pôle sud. Et tranquillement, avec les millions d'années, ce grand continent-là s'est sectionné en plusieurs petits continents qui se sont mis à dériver. Mais pour bien comprendre leur dérive, parce qu'en 1912, Alfred Wegener, qui est un grand climatologue, avait observé des cartes géographiques, avait observé un peu l'atmosphère, avait observé le climat, avait observé des fossiles. Puis il s'est dit, bon, ça n'a presque pas de sens que la Terre se soit formée comme elle est là aujourd'hui en 1912. Fait qu'il a commencé à élaborer la tectonique des plaques, la théorie de la tectonique des plaques. Mais les grands scientifiques, comme ils ne comprenaient pas à ce moment-là comment se faisait le mouvement des continents, comment les continents avaient pu se déplacer tranquillement pour en arriver à la forme actuelle, ils ont commencé à faire des recherches dans les années 60 simplement pour comprendre le phénomène de la convergence. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements sous la croûte terrestre qu'on appelle la lithosphère. Il y a des mouvements qui sont continuellement en mouvement. La Terre se déplace, les continents se déplacent de différentes façons, de 3 types de façons différentes que je vais vous expliquer ici très sommairement. Il y a la divergence. Quand on parle de divergence, le mot lui-même le dit, ça veut dire que les continents s'éloignent les uns des autres. Convergence, ça veut dire qu'ils convergent, qu'ils s'en vont les uns vers les autres. Ça, c'est un autre phénomène. Et il y a la subduction, c'est-à-dire qu'un continent entre sous un autre, et l'obduction, lorsqu'un continent va sur un autre. Et c'est tous ces phénomènes-là qui se sont produits. Ça s'est étalé sur quand même une très grande période. Il y a eu des formations d'océans, puis il y a des océans qui ont disparu. Alors, pour bien vous faire comprendre comment se sont formés les Appalaches, on va regarder les petites cartes qu'on a ici. D'abord, celle-ci, comme je vous disais, qui explique que les continents qui sont totalement au sud. Et tranquillement, les continents, dus au mouvement de la croûte terrestre, c'est-à-dire une activité volcanique très intense, il y a eu séparation tranquillement des continents, comme sur l'image ici, pour former ce qui était pour devenir l'Amérique du Nord, qu'on a appelé Laurentia. De là vient le nom aussi fleuve Saint-Laurent. Et c'est ouvert entre Gondwana, c'est-à-dire Gondwana, excusez-moi. C'est séparé, c'est ouvert l'océan Iapetus. Ça, l'océan Iapetus, c'est comme un peu le premier océan avant la venue de l'Atlantique. Et l'océan Iapetus, lui, quand il s'est formé, pour s'ouvrir, la Terre s'est écartée, les continents, ça l'a énormément forcé. La côte océanique s'est brisée, cette croûte-là, pour laisser passer de l'épanchement de magma, ce qui a donné naissance dans notre région ici. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça a donné naissance au mont Grand-Morne. Le mont Grand-Morne est né sous l'eau, sous l'océan Iapetus,
au pôle sud. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais il est né là pour un élément, pour vous donner une référence ici avec la région. Et tranquillement, Iapetus, par des mouvements, s'est refermé tranquillement. Et là, il y a eu un premier mouvement qu'on appelle, parce que les Appalaches se sont faits en 3 mouvements. Il y a eu cette croûte océanique-là qui a été abductée sur le territoire, un premier contact des continents. Parce que Laurentia, ici, s'est fait frapper, donc elle a frappé l'autre continent et par phénomène d'abduction, il y a une partie, une bande de terre d'environ 12 km sur 48 qui a été amenée sur le territoire par phénomène d'abduction. Peut-être juste expliquer aux gens à la maison que le terme frappé, ça nous fait référence peut-être à quelque chose qui est arrivé très rapidement, alors que c'est des phénomènes, c'est au terme de quelques centimètres par année, ces mouvements-là. Donc, on dit frapper, mais ça n'a pas été une collision très, très forte, là, instantanée. Ça, les continents se sont rapprochés et avec le temps, ça continue à pousser, à pousser, à pousser. Et là, l'abduction se fait de cette façon-là. Oui, c'est très important de le dire parce que le mouvement des continents, ils sont encore en mouvement. Les continents continuent de bouger de l'ordre de 1 à 13 cm par année, le mouvement, selon les régions du globe et selon l'activité volcanique, l'activité du magma terrestre. C'est ce qui permet de dire, bon, tel continent va se déplacer plus vite que tel autre. Comme par exemple, les endroits sur Terre où il y a beaucoup de tremblements de terre ou beaucoup de volcans sont les endroits qui bougent le plus rapidement. Effectivement. Et puis, si on remonte à la formation comme telle des Appalaches, il y a eu ce fameux océan ici, Iapetus, qui, lui, comme je le disais tout à l'heure, tranquillement, s'est refermé par mouvement. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier contact qui remonte à peu près à 420 à 380 millions d'années. Suite à ça, 150 millions d'années. Ça s'est étalé sur 150 millions d'années, la formation des Appalaches. Fait qu'on peut voir que, finalement, notre fameux continent, Laurentia ici, a tranquillement migré. Mais dans sa migration, il y a eu des contacts, c'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes de convergence et de divergence avec d'autres continents. Et ce qui fait que tranquillement, avec les mouvements des plaques tectoniques, il y a eu compression du territoire. Je vous le résume très sommairement. Il y a eu compression du territoire et c'est ce qui nous permet de voir, entre autres dans la région, différentes strates. Ou si on va sur le bord de la plaine du Saint-Laurent, on va voir la même chose. On va voir des strates, des stries. Ça, c'est une poussée du territoire qui a fait que la roche a été compressée avec le temps. Et ça a donné lieu, à ce moment-là, ces compressions-là ont fait que le territoire s'est chargé dû au magma, au mouvement. Puis il y a même eu superposition de 2 chaînes. Il y a eu la Taconienne, qui a été la première chaîne de montagne avant de donner naissance aux Appalaches. Il y a eu l'Acadienne qui est venue frapper et même monter sur la Taconienne pour donner les premiers prémices des Appalaches. C'est finalement deux collisions. C'est pour ça que dans la région, on va retrouver certains types de minéraux qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Parce que c'est vraiment ces phénomènes-là, au moment de l'abduction, parce qu'il y avait une chaleur intense sur le territoire aussi. Le magma était encore en fusion. On en voit des petits bourrelets un peu partout sur le territoire qui vont sortir, qui sont restés là. Et ça, finalement, bon, les Appalaches, avec les collisions des continents, bon, ça s'est retrouvé à l'endroit ici. Les continents continuent à dériver. Certains seraient très contents parce qu'on s'est déjà retrouvés, Thetford Mines, à la hauteur de l'équateur. Imaginez-vous, ça aurait été très bien de demeurer là. Mais comme Geneviève le disait, au tout départ, quand tout ça s'est formé, la vie, là, il n'y avait à peu près pas de vie. On pourrait dire que les Appalaches, ici, ce que l'on connaît comme le mont Hadstock, on dit que lui a 470 millions d'années environ et que le Grand Morne en aurait 550 millions d'années. Pour vous donner un peu une différence. Et si on regarde ces deux montagnes-là et qu'on les compare, il y a des similitudes. On va retrouver des épanchements de lave très prononcés au mont Grand Morne, elles sont très évidentes, alors qu'au mont Hadstock, on va n'en voir que de petits bourrelets. Le mont Hadstock, c'est plutôt formé par une pression de côté par choc,
Mais il y a aussi sous, ce qui donne sa forme, c'est qu'il y a eu une montée d'une façon sur le territoire. Il a été comme soulevé, ce qui donne un peu sa forme. Et si on en fait l'étude un peu plus de la géologie, on va remarquer qu'il y a de la roche sédimentaire dans les côtés et près du sommet du mont Hadstock. Alors qu'au mont Grand-Morne, tout ça a été lavé avec la période glaciaire. On pourrait dire que même s'il n'y a pas eu de dinosaures ici dans la région et que les dinosaures, même quand les continents étaient plus au sud et même à l'équateur, il n'y avait pas de dinosaures parce que les terres sont trop vieilles pour avoir hébergé les dinosaures. D'ailleurs, si les gens veulent en connaître un peu plus sur les dinosaures, on peut voir l'exposition qu'il y a présentement au musée. En fait, je dirais peut-être une petite bémol là-dessus, c'est que peut-être que des dinosaures ont pu rester ici, mais comme le sol est trop dur pour avoir conservé des fossiles, on n'en a pas de preuves. Habituellement, les fossiles se retrouvent surtout dans des endroits qui ont déjà abrité des océans ou des choses comme ça, comme c'est le cas en Alberta et à différents endroits. Mais dans la région ici, on n'a pas assez de roches sédimentaires pour retrouver des traces de fossiles. Effectivement, et aussi au moment, les roches sédimentaires qu'on retrouve sur le territoire ici, il faut se souvenir qu'ils se sont formés dans l'océan Iapetus. Et quand l'océan Iapetus s'est refermé et qu'il y a eu abduction pour en amener une partie sur le territoire, les roches sédimentaires ont on été s'est métamorphisées. retrouvé avec les roches sédimentaires, mais dans ces roches sédimentaires-là, la vie est encore trop jeune sur la planète pour permettre qu'on retrouve des fossiles. Et le fait aussi que au moment de la fermeture de l'océan Iapetus, les dépôts de sédiments qu'il pouvait y avoir dans le fond de cet océan-là ont été métamorphisés à nouveau. Donc, à ce moment-là, les traces de fossiles sont beaucoup plus difficiles à retrouver. Effectivement. Métamorphisé voulant dire qu'une pierre a été refondue, repressée pour redonner une nouvelle pierre. Tout ça à cause de la pression dans la croûte terrestre. Oui, parce que tout est toujours en mouvement. Il faut se rappeler ça que même si on ne le perçoit pas à l'heure actuelle, la Terre bouge, la Terre est en mouvement. Les 7 grandes plaques qui forment la lithosphère, qui nous donnent les continents, c'est toujours en mouvement. Et ça, on voudrait l'arrêter, ça serait impossible. Parce qu'il y a toujours les mouvements de convergence, il y a toujours la force magnétique aussi qui agit sur la Terre, qui agit aussi sur le mouvement des océans et sur le mouvement des continents. Alors, pour moi, dans ma façon de concevoir la formation des Appalaches, il faut retenir 3 phases. Première phase, à l'ouverture de l'océan Iapetus. Deuxième phase, à la fermeture, une autre partie, à la fermeture de l'océan Iapetus, où est apparu le mont Hadstock, si on veut se donner un point de vue de la région. Et l'autre grande phase qui a fini par tout placer ça complètement pour nous donner les Appalaches. C'est certain que les Appalaches, quand elles ont sorti, on pourrait même dire qu'elles étaient presque aussi hautes que l'Himalaya. Et l'érosion a fait que ça s'est érodé. Il nous reste encore des traces. Pourquoi on a dit le Grand Morne ne s'est pas usé plus que ça? C'est qu'il est formé de basalte. Et le basalte est un roc très dur. C'est des minéraux, c'est très dense. Et il y a plusieurs... on va réussir à le frotter, l'éroder, mais c'est un matériau qui prend beaucoup plus de temps. Donc, à refaire de la roche sédimentaire, parce que la roche a un cycle. La roche va partir de la roche ignée, qui nous vient du magma. Après ça, on va avoir la roche sédimentaire, c'est un peu l'usure de tout ce magma-là, par l'eau, la pluie, le vent. Les animaux qui vont passer vont faire que tout ça va retourner vers les fonds marins pour refaire la croûte océanique, nous redonner des sédiments qui, eux, avec le temps, vont être soit compressés ou tout simplement, par un mouvement des plaques tectoniques, vont retourner dans le magma pour nous revenir en roche ignée. Parce qu'on part d'ignée, sédimentaire, métamorphique. La roche, c'est en quelque sorte ce cycle-là qu'elle fait, mais on n'a pas assez de nos vies humaines pour pouvoir le voir, ce phénomène-là, parce que ça se passe à un autre espace-temps que le nôtre, nous, les êtres vivants. L'échelle humaine est beaucoup trop petite pour percevoir ces mouvements-là, en effet.
Juste peut-être pour résumer, Carole, refaire un petit peu le portrait. Au départ, c'était un immense continent qui était tout attaché ensemble, entouré d'un seul grand océan. Ce continent-là s'appelait le Rodinia. Il s'est séparé en plusieurs morceaux, dont un petit morceau qui s'appelait le Laurentia, qui allait devenir plus tard l'océan Atlantique. Non, l'Amérique du Nord, excusez-moi. Quand il s'est séparé, ça donnait l'océan Iapetus entre les deux. Ensuite, tout ça s'est regroupé à nouveau en un autre méga-continent qu'on appelle la Pangée, celle-là. Oui, qui s'est reséparé de nouveau, la Pangée. Pour donner l'océan Atlantique. Oui, ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu avoir l'Amérique du Nord telle qu'on le connaît. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que Laurentia, le grand continent qui allait devenir l'Amérique du Nord, avait aussi une partie de l'Irlande et de l'Écosse, qui, eux, sont restés rattachés à Eurasia, qui est devenue l'Europe, et aussi même une partie de la Norvège ont touché un peu aux pays scandinaves. Ce qui fait que si jamais vous avez la chance d'aller en Irlande ou en Écosse, vous allez observer le roc qui est là, les montagnes qui sont là. Vous allez dire, mon Dieu, ça ressemble au Mont Grand-Morne, ça ressemble au coin chez nous. Vous allez retrouver des choses similaires, ce qui est tout à fait logique, parce qu'au départ, quand c'est devenu la Pangée, le grand continent, quand il s'est séparé, bien, il y a une partie qui est allée vers l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a, on dit, divergé. Et puis, alors que ici, toute l'Amérique a convergé en un seul pour nous donner l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, une autre preuve de cette théorie-là, de la dérive des continents, c'est que l'on retrouve sur la côte de l'Afrique et sur la côte de l'Amérique du Sud, on retrouve des fossiles exactement semblables. Donc, c'est vraiment des animaux qui ont vécu à la même époque. Si on compare les strates géologiques, des animaux pareils qui ont vécu à la même époque, ça aurait été tout à fait impossible sur deux continents différents. Alors, c'est la preuve qu'à une certaine époque, ces continents-là étaient ensemble. Puis d'ailleurs, si on regarde une carte actuelle, une carte du monde actuelle, on remarque la forme de l'Afrique et la forme de l'Amérique du Sud qui s'emboîtent presque parfaitement. Il y a un peu la même chose avec l'Europe et l'Amérique du Nord. On voit que ça s'emboîte. On voit que l'Australie peut s'emboîter avec l'Inde, la Chine dans ce coin-là. Donc, on voit que les morceaux de casse-tête se sont éloignés avec le temps. Donc, un méga-continent Rodinia qui se sépare, qui se regroupe à nouveau et qui se sépare encore une fois sur plusieurs millions d'années, a fini par donner plusieurs chaînes de montagnes, dont, entre autres, les Appalaches. C'est un peu ça. Oui, puis je pourrais même ajouter, ce qui pourrait peut-être être pertinent pour le public, c'est que les Appalaches sont jeunes, mais sont aussi vieilles. Mais les Laurentides sont encore plus vieilles. Les Laurentides, qu'on appelait la chaîne de Grenville, étaient là au départ avant même l'apparition de l'océan Iapetus. Fait que les Laurentides sont encore plus vieilles que si on compare avec le Mont Grand-Morne. Et le Mont Grand-Morne, lui, est plus vieux que le Mont Hadstop, pour vous donner une référence. Ils ont environ près de 80 000 ans de différence, ce qui est quand même énorme pour... 80 millions d'années, en fait. 80 millions d'années, excusez-moi. Puis d'ailleurs, la plus vieille pierre sur Terre provient du bouclier canadien, qui sont les Laurentides, en fait. La plus vieille pierre au monde qui a été retrouvée provient de là. Donc, c'est vraiment dans les vieux continents. Elle a 3,4 milliards d'années et on peut en trouver un petit fragment ici au musée. Puis en même temps, ceux qui désireraient aller un peu plus loin dans l'approfondissement des connaissances sur la formation des Appalaches, dans l'exposition permanente, au début de l'exposition, c'est très bien expliqué. Et en plus, on va vous montrer les différents minéraux. Parce que, bon, on a parlé de basalte, on a parlé de quartz dans la région, on a parlé de cuivre. Il y a différents éléments. On a même de l'or comme élément natif. Tous ces minéraux-là se sont formés en même temps que la formation des Appalaches. Et puis, c'est pour ça qu'on retrouve des minéraux très particuliers dans la région, comme le chrysotile, on ne retrouve que très peu ailleurs parce que ça prend un contexte très particulier. Il faut que la roche atteigne un point de fusion à 300 degrés centigrades et qu'il y ait infiltration pour nous donner le chrysotile dans la région ici.
Est-ce que, Carole, vous aviez d'autres tableaux à montrer? Il y a différents éléments, en fait, qu'on peut aller un peu plus loin dans le mouvement des continents. On le voit très bien, comme Geneviève l'expliquait tout à l'heure. Au départ, on avait un grand continent, et c'est scindé, pour en refaire un autre très grand, pour se rescinder de nouveau, pour nous donner la forme actuelle de la disposition des continents sur la planète. Ce que l'on voit ici, c'est la Pangée, c'est ça? Oui. Et ces continents-là, ce qu'il y a d'intéressant avec le temps, c'est que quand ils se sont déplacés, chacun s'est doté d'une composition minéralogique en fonction du temps de refroidissement, du temps des collisions. Chacun des continents, maintenant, a sa particularité. Et on voit ici, dans ce tableau-ci, les différentes époques de formation. Quand on dit que ça s'étale, je vous disais tout à l'heure que ça a pris 150 millions d'années à former les Appalaches. Mais pas comme elles sont aujourd'hui, 150 millions d'années pour qu'elles apparaissent. Après ça, il y a eu des périodes glaciaires qui sont venues les éroder, parce que si elles étaient presque aussi hautes que l'Himalaya, c'est pas en un petit coup de vent que tout ça a disparu. C'est vraiment avec l'érosion, le temps des différentes périodes glaciaires, parce que la dernière remonte à environ 10 millions d'années. La dernière période glaciaire. Oui. Parfait. On va regarder les autres tableaux. Et puis, ceci nous explique un peu les différentes couches. Ici, on peut voir l'histoire de la formation des Appalaches. Les dessins peuvent différer de ceux que vous avez vus. C'est comme si on avait pris des photos à 700 millions d'années, à 640 millions, à 600 millions. Et les continents, eux, pendant ce temps-là, ont fait leur petite dérive d'1 centimètre par année. C'est pour ça que les cartes peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Mais il reste qu'il y a toujours le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a des éruptions volcaniques, des mouvements des plaques terrestres. C'est toujours en mouvement. Il faut comprendre aussi que ça demeure de la théorie, même si les preuves de ces phénomènes-là sont très bien documentées. Ça demeure un peu de l'imagination. Les géologues doivent se faire des plans, doivent un peu dessiner, faire des modèles de comment ça a pu se produire au départ. Mais comme il n'y a aucun de nous qui était là, aucun humain qui était vivant à cette époque-là, on n'a pas de photos, on n'a pas de dessins, on n'a pas de témoignages de ça. Donc, c'est vraiment l'information que l'on décode dans les roches qui arrive à nous faire comprendre un peu ça. Donc, c'est normal que d'une carte à l'autre, les informations géologiques peuvent être différentes un peu dépendamment du géologue qui a fait les recherches. Effectivement. Ce qui est très difficile de se faire une idée très précise, mais quand même, en regroupant plusieurs lectures, on en arrive à se donner des schémas qui expliquent un peu les différents mouvements des plaques tectoniques. Nous avons ici, tout à l'heure, je vous parlais de phénomènes d'obduction, subduction, divergence et convergence. On en a ici des explications d'un continent qui entre sous l'autre. Alors, à ce moment-là, on a une subduction. Et puis, on a une autre image ici, celui-ci ou l'autre. Un, c'est l'inverse, l'obduction. Parfait. Donc, on voit que lors de mouvements géologiques comme ça, il n'y a pas juste le fait que le continent rentre en dessous. On voit que tout se plisse de chaque côté. Il y a le continent qui entre lui-même sous l'autre doit se plisser. Celui qui cède le passage à l'autre va se plisser aussi. Donc, ça va former différents types de montagnes. Et quand c'est sur le bord de l'eau, il y a encore une fois d'autres types de montagnes qui vont se fermer. Les chaînes côtières sont différentes des chaînes à l'intérieur des continents. C'est vraiment passionnant, tout ce qu'on arrive à comprendre en lisant l'histoire écrite dans les roches. Ici, il y a des images plus précises sur le Québec en tant que tel? Non. Ici, on a un peu, c'est que, étant donné la formation des Appalaches, ça a façonné, on parle de la formation des Appalaches, mais tous ces phénomènes de mouvement des plaques tectoniques ont formé aussi toute la province de Québec et le Canada. Mais on a divisé le Québec lui-même, pour que ce soit plus simple, en provinces géologiques.
Le Canada est divisé en provinces, mais on a redivisé chacune des provinces en provinces géologiques. Et nous avons, comme province géologique ici, nous avons le bouclier, de l'autre côté, le bouclier canadien. Nous avons la chaîne des Laurentides, nous avons la plateforme du Saint-Laurent et nous avons les Appalaches comme telles, dans les différentes provinces géologiques que forme le Québec. Et les provinces géologiques nous donnent des minéraux dans chacun des endroits, qui sont différents les uns des autres. On retrouvera juste pas... l'apparence physique de ces provinces-là sont différentes. Le bouclier canadien, ça va être beaucoup des montagnes très pointues. Les Appalaches, ça va être plutôt des collines arrondies, alors que les basses-terres du Saint-Laurent, bien, c'est planche. C'est planche et c'est là qu'on retrouve le plus de roches sédimentaires. D'ailleurs, il y a une particularité, près des Grands Lacs, la région de Montréal, c'est assez différent d'ailleurs sur le bord de la plaine du Saint-Laurent. Est-ce que c'est du matériel d'animation qui est utilisé au musée? Oui, ça, c'est du matériel d'animation qui est ici au musée, qu'on va utiliser dans les différents ateliers. D'ailleurs, si au niveau des écoles, les gens est intéressés à aller un petit peu plus en profondeur, on a même un module plus interactif qui nous montre en 3 dimensions la formation des Appalaches. Alors ça, c'est des choses que on pourrait prendre le temps de plus vous expliquer lors de vos visites au musée. Que ce soit les écoles ou encore les familles individuelles qui veulent venir nous voir ici, vous êtes toujours les bienvenus. C'est une invitation pour tous. Encore, vous avez aujourd'hui un autre atelier qui peut être donné aux familles, aux écoles. Alors, je vous remercie beaucoup, Carole, de votre participation à l'émission. Oui, j'aimerais peut-être ajouter une petite chose en terminant que je n'ai pas dit. Les Appalaches, là, il faut que je vous les situe. On pourrait dire que la chaîne des Appalaches occupe sa plus grande partie du territoire américain et déborde dans l'est du Canada, sud-est. Elle s'étend de la latitude 49 degrés nord des monts Chic-Choc au Québec à la latitude 32 nord en Alabama. Ça veut dire de la Gaspésie. Mais même, elle va plus loin que ça, parce que ça, c'est dans son orientation. On dit que le point culminant de la partie canadienne, c'est le mont Jacques-Cartier, avec 1628 mètres de haut. Les Appalaches forment une zone de montagne moyenne arrondie qui est large de 160 km à 480, de 160 à 480, excusez-moi, de 160 à 480 km de large sur une longueur de 2400 km de Terre-Neuve aller jusqu'à l'Alabama. Alors, ce sont de très belles montagnes, une très belle chaîne de montagnes dont vous pouvez en connaître plus en venant nous voir ici au musée. Je vous remercie beaucoup, Mme Clavet. Merci, Geneviève. C'était Geneviève pour l'émission Le Musée m'amuse.